cette année à Monaco, oui, j'ai avant tout décidé de taper du pied. Comme vous le faites depuis des mois et 2 mois, de tensions géopolitiques, pression budgétaire, crise énergétique, crise économique, révolution agentique, on n'en peut plus. Mais pour vous accueillir cette année à Monaco, j'ai aussi décidé de sauter. C'est un saut de joie que je fais pour vous. Et ce que je souhaite sur ces 2 journées, c'est de vous communiquer l'énergie pour transformer la frustration en élan et prendre les bonnes décisions pour que ce ne soit pas les machines qui décident pour vous, que vous repreniez force de décision. Mais vous n'allez pas sauter pendant 2 jours, bien évidemment. Vous allez faire plein de rendez-vous one-to-one, plein de contenus, plein de moments de partage. Mais pour transformer tout ça en bon élan, nous avons un nouvel ami de la communauté qui s'appelle Bruce Wang et que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes aujourd'hui sur eRetail for IT, Ready for IT. Et il y a une chose qui est très importante à savoir à partir d'aujourd'hui et maintenant. Vous dépensez des milliers d'euros, voire des centaines, des millions d'euros dans des systèmes d'information IT, mais les premiers systèmes d'information, ce sont vous, les personnes et les équipes. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez pris une décision stratégique au cours de la semaine dernière? Levez la main. J'en vois quelques-uns, sous forte pression, extrêmement forte pression. Le problème, c'est que vous pensez que vos décisions stratégiques sont rationnelles. En réalité, elles viennent de votre système interne nerveux. 80% des informations inconscientes viennent de votre système nerveux autonome et 20% seulement viennent de votre cerveau vers le corps. La question, c'est comment vous allez pouvoir synchroniser les équipes, car chacun a un système nerveux différent. Et sans questionnaire, nous allons pouvoir regarder comment votre système nerveux autonome fonctionne. Nous allons faire une démonstration en live. Et ce que je te propose, Maria, c'est d'enlever tes escarpins. T'es prêt? On lâche prise. Alors, regardez bien. Je ne pose aucun questionnaire. Et vous avez des personnes qui, pour décider quelque chose, ont besoin de comprendre, d'avoir toutes les informations. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui ont besoin d'avoir toutes les informations avant de décider? Levez la main. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'agir pour comprendre et décider. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir de l'impact et d'agir tout de suite maintenant? Vous voyez, il y a des personnes qui ont besoin de comprendre pour décider, il y a des personnes qui ont besoin d'agir pour décider. La question, c'est est-ce que votre système nerveux est sécurisé au moment où on va le faire? On va faire un petit test, Maria. Tu te mets en écartement des épaules. Et ce que je vais faire, c'est que je vais interroger son système nerveux autonome, son inconscient. Et on va voir si ça fonctionne. On va d'abord faire un petit test de calibrage. Maria, tu es avec moi, tu dis « je m'appelle Maria ». Je m'appelle Maria. Ok, on est prêt? Tu résistes? Yes. 1, 2, 3. C'est bien, elle résiste. Et maintenant, je vais te dire de me dire « je m'appelle Kevin ». Vas-y, dis « je m'appelle Kevin ». Je m'appelle Kevin. Tu es prêt, Maria? Tu résistes? Oui, Résiste-moi. Oui. J'ai pas poussé plus fort. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Je vais demander à Maria de lever la pointe des pieds 3 fois. Je ne lui pose pas de questions. Vas-y. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour Ready for IT? Ok. T'es prête? Tu résistes? Je résiste. Prête? 1, 2, 3. Bah, je résiste pas vraiment. Maintenant, tu vas me faire la salsa, Maria. Tu vas bouger les hanches et un peu tapoter. Prêt? Ok, tu te remets en position. Écartement des épaules. T'es prête? Tu résistes? Je résiste. 1, 2, 3. Là, je peux vous dire que Maria, c'est un bien. bloc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai interrogé le corps sur 2 choses. La première, c'est la pointe des pieds, compréhension. Est-ce que Maria a besoin de comprendre les choses
pour décider? Apparemment non. Elle préfère agir, ce qui est lié à son système nerveux connecté à ses hanches. Et je vais vous montrer maintenant comment on va faire pour mettre en place un firewall corporel pour Maria. Le firewall corporel. Alors Maria, c'est parti. On va d'abord vérifier que tu es bien ancrage, action. Maria, aujourd'hui, on y va tout de suite. Maintenant, on fait une action, impact, let's go. Prêt? Tu résistes? Je résiste. OK. Maintenant, je fais un contre-emploi et on va voir qu'elle ne va pas résister et après, on va mettre en place le firewall. OK, Maria. On y va là, tout de suite? Oui. Non, en fait, on y va demain. Demain. T'es prêt? Tu résistes? Je résiste. Merde, ça marche. Il a raison. OK, alors maintenant, on va faire le firewall. Maria, discrètement, ce qui correspond à ça, c'est discrètement, tu vas faire pouce et majeur. Discrètement. Tu me le dis pas, hein? OK, Maria, on va faire un projet. Oh, ce projet-là, il faut quand même qu'on ait toutes les informations. Il ne va pas aboutir avant 3 mois. Hein. 3 mois, hein. Vraiment. OK, t'es prête? Tu résistes? Oui. Go. Voilà. Elle résiste parce qu'elle a mis en place son firewall corporel. Le système d'information de Maria, c'est ça. Mais le système d'information des autres qui sont compréhension, c'est un autre système différent. La question est de savoir comment vous, sous pression, vous allez pouvoir utiliser ce firewall corporel. Je vous donne rendez-vous au meet-up de 15h15. Merci. Merci Bruce. Je remets quand même mes chaussures parce que, voilà, pratique. En général, c'est difficile de vous accueillir, voilà, convenablement. Donc, maintenant que la mise en scène est faite, on va rentrer dans le vif de l'action et je vais demander au chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace de nous rejoindre pour nous parler des menaces, mais surtout de notre capacité de défense. Merci, mon général. Difficile de passer après une telle introduction, ça va être un petit peu moins réjouissant. Alors, tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de la 7e édition de Ready for IT de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut délivrer aussi des messages, mais le ton de l'humour, je l'ai laissé, il faut du talent pour faire ça. Alors, je ne sais pas comment je réagis, moi, on va essayer de voir. En tous les cas, j'espère ne pas être été sur influence, parce que j'ai discuté longuement avec le précédent intervenant avant de parler devant vous. Tout d'abord, je voulais vous parler de l'état de la menace cyber constatée en France. En 2025, juste un chiffre, 453 000 faits d'atteinte numérique, de criminalité numérique. Alors, le chiffre en lui-même n'est pas très important. Retenez une chose quand même, c'est 87% d'augmentation en 5 ans, ce qui veut dire que c'est logique, hein, l'économie numérique progresse et les infractions qui vont avec. Le podium des menaces reste à peu près inchangé. Les attaques par déni de service, les DDoS, 53%. Les ventes de données compromises, ça en revanche, c'est un petit peu nouveau à 30%. Et les rançons logicielles. J'y reviendrai parce que les rançons logicielles sont stables, sans savoir pour nous si c'est du fait d'un non-dépôt de plainte de certaines personnes, certaines entreprises, pour des sujets réputationnels ou autres, ou si c'est vraiment une stagnation. J'ai quelques doutes là-dessus. Pour les entreprises, les infractions que l'on constate le plus sont les ventes d'accès à vos systèmes et les fuites de données. Et bien évidemment, le risque rançon logiciel qui, pour moi, est le plus critique pour vous, pour vos entreprises, parce qu'il impacte le plus vos systèmes d'information et votre activité. Les grandes et moyennes entreprises sont les plus touchées. Les TPE, PME, qui représentent quand même une volumétrie très très importante d'entreprises, ne font que 16% entre guillemets, mais ça peut avoir des impacts quand même un peu lourds. La nouveauté, on va dire, des quelques mois, des quelques années, vous le savez, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle dans les attaques cyber. Alors, je le dis souvent, elle ne génère pas spécialement de délinquance, l'IA, mais elle facilite, elle professionnalise, elle rend les scénarios d'attaque, d'escroquerie, par exemple, de plus en plus performants. Et aussi la constitution, par exemple, d'une fausse demande d'un service de l'État, et vous allez y répondre parce que, ou alors vous recevez un PV, vous savez, avant ils étaient très très mal faits, vous les identifiez très très vite, aujourd'hui c'est plus compliqué. Alors la cybercriminalité devient un modèle économique, moi c'est ce qui me frappe le plus. Et vous avez entendu parler des cryptorapts, par exemple, hein, la violence qui s'agrège avec le côté cyber. Je dirais que la plus grande menace que j'identifie pour vous, pour nous tous, en termes d'activité, c'est le mariage, je dirais, d'opportunités entre les hackers d'un côté, même si c'est déjà le cas, mais pas encore à l'échelle industrielle, et la criminalité organisée classique, ce que je qualifierais de la net
mafia. C'est pour moi le risque, et je vais essayer de vous délivrer quelques messages pour vous en préserver, parce que les escroqueries à la romance, les escroqueries au président, qualifiées souvent comme telles pour les entreprises, sont un vrai risque. Les vols liés aux cryptoactifs, je l'ai évoqué. Et il y a un autre sujet également que j'évoquerai en fin de propos, c'est la corruption, la compromission active ou passive de certains de vos employés. Il faut savoir en parler. Nous sommes touchés également au ministère de l'Intérieur de manière marginale, mais il faut comprendre que des gens peuvent être compromis, soit par du bénéfice pour eux, de l'argent qu'ils vont toucher, ou par la menace, évidemment. Et enfin, les entreprises qui seraient prestataires de grandes entreprises ou de sites sensibles, y compris ministériels ou pas d'ailleurs, vous pouvez être une victime ou une cible de choix pour les activistes. Pourquoi ? Parce que c'est une atteinte indirecte à une entreprise avec laquelle vous serez en commerce. Alors, face à ces menaces que j'ai essayé de dresser assez rapidement, que fait la France ? Alors, la stratégie française repose évidemment sur ce qu'a publié l'ANSSI, la stratégie nationale de la cybercriminalité. C'est simple, pour moi, il y a un seul maître mot, c'est la prévention. Donc, il faut expliquer, réexpliquer un certain nombre de choses et aussi s'y préparer. La ministre l'avait dit, Madame Le Hélan, c'est une œuvre collective, donc il faut jouer collectif, échanger les informations, ne pas les garder pour soi. Là-dessus, il y a de très bons relais au niveau départemental, notamment ou au-dessus, pour que les uns les autres on puisse progresser à la lumière d'une attaque ou d'une résolution d'attaque réalisée par un service ou un autre. La coopération internationale est aussi indispensable. Pourquoi ? Parce que je le dis régulièrement, la cybercriminalité, c'est la seule criminalité qui peut s'exercer à 100% sans jamais mettre le pied sur le territoire national. C'est la seule. Elle peut être faite en Asie sur les fermes à scam, vous savez, les scam centers, les escroqueries, où finalement vous avez de la traite des êtres humains en Asie, où des gens sont forcés à faire ce qu'ils font depuis leur poste de travail, si j'ose dire, et à l'autre bout de la chaîne, des victimes en Occident la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que l'IA maintenant permet de traduire une langue de manière instantanée. Donc en Asie, on peut escroquer un Français sans même comprendre ce que l'on raconte, puisque l'IA traduit pour nous. Notre service ministériel, lui, il va décliner de cette stratégie nationale au niveau, au plus près des territoires, puisque la force du ministère de l'Intérieur, c'est quand même son implantation au sein des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. Donc vous pouvez vous retourner, et je vous engage à le faire, vers des unités de proximité. Alors, elles n'auront pas la réponse évidemment à tout, mais elles seront orientées vers des référents sûreté de la gendarmerie ou des récimes côté police qui vont être des gens spécialisés pour vous guider dans la préparation à une crise de nature cyber ou dans comment s'en protéger ou comment s'entraîner. Alors comment s'entraîner ? Donc, vous avez des choses que l'on a mises en place comme un MOOC qui s'appelle SensiCrise, qui est disponible sur cybermalveillance.gouv.fr. Je vous engage à le faire. C'est à destination des TPE-PME, à destination des collectivités, des associations, pour avoir des conseils et aussi pour vous préparer à une crise de nature cyber. L'ANSSI a également mis en place Mon Aide Cyber. Alors, c'est un diagnostic gratuit qui dure 1h, 1h30, donc c'est accessible, ça ne vous prendra pas trop de temps. Il y a un aidant cyber qui va vous aider à le faire, une trentaine de questions, et ensuite vous avez un compte-rendu qui vous permet de comprendre l'équilibre que vous voulez trouver entre votre protection et la liberté d'entreprendre, évidemment, et ça c'est à vous de jauger l'équilibre. Il y a également Nice 2, donc Nice 2 ça arrivera, c'est pas encore tout à fait sorti parce que pour d'autres raisons, mais l'ANSSI a déjà mis un pré-enregistrement sur son site, je vous conseille d'y aller pour ceux qui ne l'ont pas fait, pour voir si vous êtes éligible ou pas, mais surtout ça vous donnera également quelques conseils ou quelques éléments pratiques que vous devrez mettre en œuvre. Alors, comme le temps file, j'ai quelques conseils pratiques. Bon, j'ai conscience d'avoir été pas du tout comme le précédent intervenant, plutôt anxiogène, donc je vais essayer de vous donner quelques conseils pratiques sur vos systèmes d'information. Souvent, les petites entreprises, vous déléguez à un tiers la responsabilité d'héberger vos données, vos serveurs, vos applicatifs. Comme pour vos assurances auto personnelles, lisez vos contrats, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Lisez vos contrats. Si vous êtes assuré au tiers, ce n'est pas la même chose que tout risque, et du coup, quand vous aurez besoin de votre assurance, c'est à ce moment-là que vous saurez si elle est bonne. Avant, elles sont toutes bonnes du moment qu'on paye, qu'on n'a pas besoin. Donc ça veut dire, lisez vos contrats, notamment le plan de continuité d'activité, le plan de reprise d'activité, tous ces mots qui sont peut-être un peu barbares pour vous, mais en attendant, s'il y a une attaque sur un site externe, qu'est-ce qui me protège ? En combien de temps je vais avoir mes données, mon système qui va être restauré ? Si en revanche vous le faites par vous-même, ce que je vous conseille, c'est d'avoir évidemment des sauvegardes et des sauvegardes hors réseau. Parce qu'évidemment, si vous êtes victime d'une attaque par rançongiciel, si votre sauvegarde est connectée au réseau, il y a toutes les chances que vos données soient chiffrées, y compris la sauvegarde. Dans ce cas-là, ça n'aurait servi à rien du tout. Donc pensez à le faire. Les conseils de l'ANSSI sont également très précis là-dessus. C'est contraignant, j'en ai bien conscience, il n'y a pas besoin de le faire tous les jours. Mais entre ne pas le faire tous les jours et ne jamais le faire, il y a un juste équilibre à avoir. En tout cas, c'est ce qui vous permettra de reprendre dans les meilleures conditions possibles.
Ensuite, tout dernier point, vous savez, j'ai évoqué tout à l'heure les escroqueries au président qui sont de plus en plus pertinentes. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet que dont j'ai oublié de parler, sont les fuites de données. Aujourd'hui, vos adversaires, ils vont trouver des informations sur vous, sur le net, sur vos employés, et ils vont pouvoir constituer des scénarios de plus en plus précis. Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'à la fin, c'est toujours la même chose, c'est pour faire un virement dans des conditions de stress. Mettez en place des process internes, à vous de les définir, ce n'est pas à moi de le dire, avec des seuils. Au-delà d'un certain seuil, mettez en place une deuxième vérification, une troisième vérification, un ralentissement peut-être du mouvement bancaire, des choses comme ça qui vous permettront de ralentir le processus parce que les attaques elles existent, elles sont de plus en plus sophistiquées et elles agissent sur le stress, le bénéfice, sur vos émotions, ça a été dit par l'intervenant de tout à l'heure, et ça marche très bien. Donc mettez en place ces process qui vous permettront de minimiser le risque. Quant à la corruption, je le dis souvent, ou la compromission, sur vos systèmes, mettez en place, qu'on met en place dans le ministère de l'Intérieur, des systèmes de détection de signaux faibles, c'est-à-dire d'un usage inapproprié de vos systèmes par vos employés, qui permettront de remonter des alertes. Elles n'empêcheront pas forcément l'attaque, mais elles en minimiseront le risque. Par exemple, extraire l'intégralité d'un fichier client, est-ce que c'est cohérent par l'usage d'un salarié traditionnel? Je ne sais pas, c'est à vous de le savoir, mais mettez en place ce type de dispositifs qui permettront de limiter les dégâts. Le temps ayant filé, dernier point, dernier conseil, si vous êtes victime d'une attaque cyber, préparez la communication de crise, parce que de toute façon, vous devrez communiquer. Ça fait partie de ces crises qu'on ne peut pas cacher, parce qu'elles sortiront sur le net. Donc préparez la communication de crise. En conclusion, face à toutes ces menaces que j'ai évoquées, en espérant vous avoir donné quelques conseils tout de même, sachez que nous sommes à votre disposition au plus près des territoires, passez par les CCI s'il le faut, par la préfecture, directement auprès de nos unités pour avoir des conseils. On va mettre en place une mallette pédagogique très précise qui vous permettra d'en disposer de bonne manière. Et pour finir, vraiment, je voulais citer Winston Churchill qui disait, vous savez, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Eh bien, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est une réalité. Vous ne réussissez pas forcément la première fois, mais vous recommencez jusqu'à la réussite et c'est tout à votre honneur. Dans le monde de la cyber, c'est pareil. Et dans le monde du sport également, je ferai un petit clin d'œil, puisque j'étais à Budapest et à Munich, et à l'âge que j'ai, on a subi beaucoup d'échecs, et on a enfin eu le succès. Permettez-moi de finir ainsi et de vous citer un bon forum, et merci de votre attention. Merci, mon général. Et merci de rester avec nous. Vous êtes avec nous pour notre déjeuner d'ouverture, mais aussi pour un moment d'échange avec nos amis de la presse et des médias à 14h. Donc, on a hâte d'approfondir ces connaissances. Et maintenant, toujours pour cette conférence d'ouverture, introduction dans l'action, parce que vous avez compris, c'est par l'action que je fais bouger les choses. J'ai le plaisir d'accueillir en scène un vrai ami de la communauté qui travaille sur les enjeux, nos enjeux, depuis 30 ans. Et il est toujours au top et il a toujours des nouvelles choses à partager avec nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Frédéric Cavazza. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui, dans cette très belle salle, dans ce magnifique endroit. Je suis très également content de pouvoir intervenir après ce témoignage éclairant qu'on a eu. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur là où on en est dans la gestion d'un système d'information, pour essayer de comprendre où vont les enjeux autour des systèmes d'information, d'avoir également une meilleure appréhension de comment le rôle d'une DSI peut évoluer. Tout ça est important parce que vous avez fait le choix d'être présent ici aujourd'hui. Vous avez fait le bon choix parce qu'ensemble, on va essayer de comprendre quel a été le chemin parcouru sur ces dernières années, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce qu'on se dirige. Tout ceci va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension, tout ceci va vous permettre d'être prêt, tout ceci va vous permettre de préparer votre système d'information. D'où le nom Ready for IT. Effectivement, nous sommes en 2026, ça vous le saviez déjà. 2026, c'est l'année de la convergence d'un certain nombre de choses. On a vu également beaucoup d'innovations et beaucoup d'évolutions dans un certain nombre de thématiques qui sont propres aux directions des systèmes d'information. Ce que l'on constate de manière générale, c'est une accélération dans l'innovation et dans l'évolution.
une accélération qui va toucher au cloud, notamment avec des enjeux autour de la souveraineté, une accélération qui va toucher la donnée, mais également les informations, la connaissance, une accélération qui concerne bien évidemment l'intelligence artificielle, ça vous vous doutiez qu'on allait vous en parler aujourd'hui, une accélération qui concerne également les risques relatifs à la cybersécurité, de même que toutes les notions de durabilité. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, pour essayer d'avoir une meilleure appréhension de l'avenir, pour faire en sorte que le rôle de la DSI soit toujours plus important et critique pour les entreprises, pour faire en sorte que la DSI s'élève, qu'elle s'éloigne des tâches à faible valeur ajoutée, qui sont toujours critiques, là n'est pas la question. Maintenant, s'assurer qu'il y a un bon débit dans le réseau, s'assurer qu'on a un bon taux de disponibilité des machines, des applications, ok, soit, ça va rester. Ce n'est pas la question. Simplement, c'est renforcer le rôle de la DSI ou du DSI dans les comités exécutifs, dans les comités de direction, pour faire en sorte qu'il soit source de création de valeur, pour qu'il soit l'architecte de solutions qui permettent de gagner en compétitivité. Donc faire en sorte que la DSI soit le moteur de l'entreprise et qu'elle soit reconnue en tant que telle. Ça va passer par un certain nombre de thématiques que l'on va balayer rapidement. De toute façon, vous aurez l'occasion d'avoir plus de détails sur ces thématiques lors des ateliers, donc sur les prochains jours, mais également dans les stands des différents partenaires. Commençons par aborder donc le sujet du cloud, effectivement, avec un gros enjeu d'orchestration. Un chantier cloud qui a démarré il y a presque 25 ans maintenant, donc c'est dire si ça fait longtemps qu'on en parle, avec une certaine maturité aujourd'hui qui nous permet d'évoluer vers non plus le go-to-cloud coûte que coûte, mais plutôt une approche de smart cloud, l'idée que l'on ne va pas basculer tout son système d'information chez les hyperscalers, mais que l'on ait des architectures hybrides, donc que l'on puisse sélectionner en confiance et en toute connaissance de cause, quels fournisseurs de solutions cloud sont les plus appropriés pour tel pan de notre système d'information ou telle application. C'est ça le smart cloud, c'est essayer d'avoir une approche qui soit plus mûre autour de l'orchestration donc de ces systèmes d'information dans le cloud. On a également des réflexions qui progressent autour du edge computing, donc l'idée de dire on va essayer de rapprocher les données, les informations, les traitements, faire en sorte qu'elles ne soient pas si loin pour gagner en performance, pour gagner en flexibilité. Pourquoi pas les rapprocher quasiment jusqu'au dernier mètre, notamment avec tous les calculs d'inférence d'intelligence artificielle qui potentiellement vont se faire directement sur l'ordinateur des utilisateurs. Vous avez vu les annonces qui ont été faites par NVIDIA hier. Attendez ce soir les annonces de Microsoft, vous allez voir qu'elles vont aller dans ce sens. L'idée qu'on va arrêter d'exploiter des systèmes ultra puissants qui sont à l'autre bout de la planète et essayer plutôt de réaliser une partie des traitements, une partie des réflexions grâce à ces modèles d'IA sur le poste utilisateur. C'est ça aussi le edge computing. Il faut également que l'on aborde cette idée du changement de rôle de la DSI, le fait qu'aujourd'hui elle ait une vraie fonction d'orchestration avec la responsabilité de morceler en fait toutes ces applications, de pouvoir définir un ensemble de microservices, exposer des API qui vont apporter de la souplesse, qui vont pouvoir créer tous les connecteurs nécessaires, encore une fois, à ces fameuses intelligences artificielles, à ces agents intelligents, ceux que l'on doit connecter à droite et à gauche pour qu'ils puissent travailler. Ça va être ça également les enjeux de la DSI. On va avoir également une notion de pilotage par la valeur. Donc, vous n'êtes pas censé ignorer que traiter des tokens par milliard, ça coûte. D'ailleurs, hier, 1er juin, vous avez dû voir que Microsoft est passé sur une facturation à l'utilisation. Donc, fini l'open bar. Maintenant, il faut payer pour chaque token analysé. Donc, ça va changer la donne. On va être un petit peu moins dans l'exploration et dans le côté stupéfaction de cette IA magique qui peut faire tout et qui est gratuite. Non, elle n'a jamais été gratuite. Simplement, on vous laissait consommer. Maintenant, aujourd'hui,
les éditeurs commencent à serrer la vis et on se rend compte qu'effectivement, il y a une facture à payer, une facture d'électricité, une facture écologique, et qu'il va falloir s'en soucier. Donc voilà pourquoi on parle de plus en plus de FinOps, de GreenOps aujourd'hui, de faire en sorte qu'on puisse avoir une meilleure maîtrise de l'utilisation de cette fameuse intelligence artificielle. Il faut aussi que l'on parle de données. D'accord ? Culture de la donnée, gouvernance de la donnée en tant qu'actif stratégique. Ok, ça vous le saviez déjà, il n'y a pas de problème. Maintenant, puisqu'on en est à essayer de se dépatouiller avec cette intelligence artificielle qui est partout, avec ces agents intelligents qui sont censés nous apporter de la productivité et tout un tas de choses, ils ne se nourrissent pas que de données, ils se nourrissent également d'informations, ils se nourrissent également de connaissances. Et c'est là où on va avoir un gros travail à faire parce que livrer à ces agents intelligents des données à peu près structurées, ça vous savez faire, il n'y a pas de problème. En revanche, des informations ou des connaissances qui sont éparpillées dans des emails, dans des fichiers, dans tous les sens, avec un vocabulaire utilisé différent, là c'est compliqué. Donc c'est là où effectivement il va falloir monter en gamme, c'est là où il va falloir renforcer ce travail de gouvernance sur la donnée, on est d'accord, mais également sur les informations, les connaissances, et ainsi de suite. Ceci va passer notamment par essayer de se dépatouiller avec l'existant. On parle de dette de données, donc faire en sorte que l'on puisse essayer de structurer, de mutualiser et de rendre disponible un certain nombre de données. Ça, vous savez le faire. Il va falloir le faire maintenant également pour les informations et les connaissances. Donc là, il va y avoir un gros travail sur l'existant pour essayer d'identifier, de rapatrier, de mutualiser, de nettoyer et de rendre disponible tout ça, parce que sinon, les fameux agents intelligents, ils ne sont pas si intelligents que ça en fait, et ils ne pourront rien pour vous. Si vous ne leur fournissez pas les bonnes informations, les bonnes connaissances, ils ne pourront pas faire le travail à votre place. Donc voilà pourquoi c'est important, cette histoire de dette, d'accord, dette de données, dette d'informations, dette de connaissances. Il va falloir s'en préoccuper et s'en préoccuper rapidement. Il va falloir également se préoccuper de où est-ce qu'on va stocker et mutualiser tout ça pour les rendre disponibles dans des bonnes conditions de performance, de sécurisation. Vous pouvez le faire vous, c'est un travail laborieux qui va demander des efforts, ou vous pouvez le donner à faire par les autres. Alors là, je peux vous garantir que Microsoft et Google seront absolument ravis de faire ce travail à votre place. On l'a vu déjà avec Microsoft, les annonces qui ont été faites la semaine dernière sur la disponibilité de WorkIQ, donc la couche d'intelligence de toute sa plateforme autour de Copilot. Pareil pour Google Cloud, avec la Workspace Intelligence, donc la capacité d'extraire les données, les informations et les connaissances des emails, des fichiers et ainsi de suite, pour les rendre disponibles à d'autres applications. On connaît le principe. L'exécution est plus compliquée. Vous pouvez prendre un raccourci en laissant faire Microsoft et Google. Ils sauront le faire, mais ça aura un coût qui ne sera pas négligeable. Donc, à vous de voir comment vous allez vous organiser pour arriver à essayer de limiter votre dépendance à ces plateformes. Et on va en voir enfin ce débat autour de la gouvernance des données et de l'éthique des données. Comment est-ce qu'on respecte la vie privée? À partir de quand est-ce qu'on dépasse les bornes? Parce qu'il n'est pas question de faire le timide. On a aujourd'hui des politiques commerciales, des politiques de fidélisation qui doivent être un petit peu plus intensifs parce que les temps sont durs. Il faut aller chercher le client, il faut fidéliser le client. Donc, il va falloir essayer de définir où sont les règles, jusqu'où on peut aller. Et ça, c'est pas simple. Il faut qu'on parle bien évidemment d'intelligence artificielle et des fameux agents intelligents, à commencer par essayer de comprendre de quoi il est question. D'accord ? Comprendre au niveau de la DSI, comprendre au niveau des directions métiers, comprendre également au niveau du comité exécutif, du comité de direction. Le fait qu'on a des chatbots, tout le monde sait ce que c'est. Vous allez sur chatgpt.com, vous posez une question, vous avez une réponse, ça marche, tant mieux. On a également des chatbots personnalisés avec les custom GPTs, avec les copilots, avec les GEMS chez Gemini. L'idée qu'on puisse associer des instructions à un chatbot pour faire en sorte qu'il se comporte comme on le souhaite, sans avoir besoin de lui répéter à chaque fois. Donc ça existe, on sait le faire. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin en essayant de définir et de paramétrer des agents intelligents qui vont s'appuyer
sur des instructions, qui vont s'appuyer sur des routines d'automatisation, qui vont s'appuyer sur des modèles d'action qui vont réaliser des tâches à la place des utilisateurs, en allant piocher des données là où ils sont censés les piocher, en allant se connecter à telle ou telle application. Donc on sort d'une logique de questions-réponses pour aller vers une logique de délégation de tâches. Ce n'est pas forcément mieux, c'est différent. Simplement, on va aller plus loin dans notre exploitation de l'IA générative, d'accord, avec les chatbots personnalisés, les agents intelligents, et au-dessus d'eux, les orchestrateurs qui vont nous permettre de gérer donc, ces agents intelligents. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, depuis hier, on est passé sur un principe de facturation à l'utilisation. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on ait un petit peu moins recours au tout dernier modèle. J'adore le Claude Opus 4.8. Il est extrêmement puissant, c'est un des plus puissants, il n'y a pas de problème, simplement il est gourmand, donc il consomme énormément. Peut-être que ce n'est pas utile de le solliciter pour toutes les tâches. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur des modèles plus petits, plus compacts, des modèles qui n'ont pas besoin de parler 80 langues, de tout savoir sur tout. Il suffit juste qu'ils connaissent mon entreprise, mon activité. Moi, ça me suffit qu'ils me parlent français, éventuellement anglais, pas plus. Donc, comme ça, on aura un modèle mieux maîtrisé, plus rapide, qui consommera moins. C'est le principe des work models. On parle des modèles de langage, ceux qui peuvent parler toutes les langues sur tous les sujets. Et on a le principe de modèles de travail, les work models, ceux qui ont été entraînés sur les données des entreprises et qui ne connaissent que le périmètre de l'entreprise. Mais ce n'est pas grave, c'est tout ce dont on a besoin. Ce diagramme, j'ai fait la capture d'écran hier. Ce matin, il était déjà plus, il était plus bon puisqu'il y en a un nouveau. Il y a le Minimax V4, je crois, qui est sorti. C'est infernal. Ça va, il y en a tous les jours. C'est infernal d'arriver à suivre et à s'y retrouver. C'est justement parce que le rythme d'innovation est rapide qu'on a du mal à se lancer dans des projets pilotes, qu'on ne sait pas trop où on va et qu'effectivement, la question du ROI, du retour sur investissement, elle est critique puisque tout projet que vous lancez aujourd'hui sera obsolète dans 3 mois, ou peut-être dans 2, ou peut-être dans 1 mois, ou peut-être bien qu'à la fin du mois, il sera déjà obsolète. Donc ça pose question. C'est toute la difficulté aujourd'hui et tout le paradoxe de l'intelligence artificielle. On nous somme de lancer des projets, d'adopter tout ça, mais la technologie est incroyablement immature parce qu'elle évolue trop vite. Donc il va falloir trouver le bon compromis entre je teste, j'expérimente et j'essaie d'avoir une approche pragmatique autour de ces fameux projets pilotes de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, il faut qu'on aborde le sujet de la cybersécurité. Ça a été fait avec l'intervenant précédent, sachant que oui, effectivement, on a un risque qui est accru avec les attaques augmentées par l'IA, mais on a également une défense qui est accrue avec la défense augmentée par l'IA. On l'a vu notamment avec un petit peu de mythologie autour de Claude Mythos, donc soi-disant ce modèle qui est omniscient, qui est capable de détecter 10 000 failles de sécurité à la seconde. Peut-être, j'en sais rien, je ne l'ai pas testé, j'en sais rien. Simplement, sachez que vous avez des leviers d'action, que la balle n'est pas que dans le camp des attaquants, mais également dans le camp des défenseurs. Donc on peut agir. Le tout étant de renforcer la vigilance avec des approches de zéro trust. Je ne fais confiance à personne, à aucune application, à aucun matériel, à aucun câble, à rien en fait. C'est comme ça qu'on se protège, on va dire, de la façon la plus efficace. C'est vraiment d'appliquer cette histoire de zéro trust. Il faut également que l'on commence à réfléchir à comment on va se protéger des nouveaux risques, les risques d'hallucination, les risques de biais, les risques de fuite de données par une utilisation, on va dire, erronée de modèles d'intelligence artificielle. Voilà, des salariés qui vont mettre des documents confidentiels sur DeepSeek ou autres, ou sur des modèles qui ne sont pas censés exploiter. Donc tous ces risques, il va falloir les anticiper. Donc encore une fois, allez voir dans les stands des partenaires, ils auront des solutions pour vous. Il va falloir également s'intéresser à la continuité d'activité, faire en sorte que les utilisateurs ne paniquent pas le jour où il y aura une panne ou le jour où ils n'auront plus accès à leur chatbot favori ou à leurs agents qui vont devoir faire le travail eux-mêmes à nouveau. Voilà, se préparer à ce genre de choses. Et enfin, il faut qu'on termine sur cette histoire de souveraineté, de régulation avec l'impératif de conformité. Oui, en Europe, on est les champions de la réglementation, il y en a beaucoup.
peut-être qu'on peut voir le verre à moitié plein en se disant que nous, on est à l'intérieur de la forteresse et que c'est plus compliqué pour ceux qui sont à l'extérieur de la forteresse. Donc faire en sorte d'avoir une appréhension positive de toute cette régulation. Essayer de se dépatouiller également de cette histoire de cloud souverain, de SecNamed Cloud, voilà, de cette certification. Déjà, d'essayer de comprendre qu'aujourd'hui, si mes données sont exactes, c'est 80% des activités et des informations qui sont dans le cloud qui sont sous le Cloud Act, donc que la NSA américaine peut regarder si elle juge qu'il y a, éventuellement un danger. Donc c'est essayer d'y voir plus clair par rapport à ça, essayer d'informer également les comités de direction pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, essayer de mieux verrouiller également les contrats que vous pouvez avoir avec vos opérateurs cloud pour garantir une réversibilité, c'est-à-dire avec combien de temps est-ce que je peux passer d'un hébergeur à un autre, combien de temps ça va me prendre, combien ça va me coûter, quelles sont les garanties qu'ils peuvent nous apporter. Et enfin, encore et toujours, cette histoire de sobriété numérique, faire en sorte qu'on adopte de nouveaux réflexes pour essayer de consommer un petit peu moins d'énergie, d'électricité. Le jour où on réintégrera le bilan carbone de toutes ces solutions cloud et IA dans le bilan carbone de l'entreprise, ça va faire très très mal. Parce qu'aujourd'hui, tout ça est évacué, c'est le problème de Microsoft, c'est le problème d'Amazon. Le jour où ça sera réintégré dans les calculs, là, on aura une grosse douleur à gérer. Bref, tout ça pour dire qu'on a un certain nombre d'enjeux en 2026. Encore une fois, c'est le carrefour d'un certain nombre d'évolutions qui arrivent et auxquelles il va falloir faire face. Mais c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, pour les 2-3 prochains jours, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer d'activer les piliers de la réussite. Comment est-ce qu'on peut réorienter la gestion des talents dans l'entreprise, donc quelles sont les nouvelles compétences à développer, soit en interne, soit de les acquérir à l'extérieur. Comment est-ce qu'on peut réinventer la notion d'agilité, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, avec un Cloud Code ou un Cloud Design, on peut sortir un prototype en 1 jour. 1 jour, pas une semaine, pas un mois. Donc ça permet de se réapproprier l'agilité extrême, parce que ça va vraiment très très vite tout ça. Et surtout, comment est-ce qu'on peut revoir cette histoire d'alignement, faire en sorte que les métiers n'aient plus cette appréhension de la DSI comme un empêcheur de tourner en rond, comme la direction qui dit toujours non parce que dans la feuille de route, j'ai pas le temps, j'ai pas le budget, mais plutôt comme un partenaire. Essayer de faire en sorte que tout le monde regarde dans le même sens, vers plus de croissance, plus de sobriété, plus de disponibilité, de performance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Après ces réflexions de haut niveau, je vous propose de redescendre à un niveau un petit peu plus opérationnel, puisque nous avons un témoin de choix qui va venir nous livrer ses réflexions et sa vision plus terre-à-terre de l'opérationnel. Un témoignage nettement plus intéressant que celui d'un consultant, ça, il n'y a pas de doute. Je vous demande ainsi d'accueillir Audrey Beyer, voilà, qui est donc responsable de l'innovation opérationnelle et des systèmes d'information du groupe Pierre et Vacances Center Parks. C'est bien ça? Vous m'entendez bien au micro là? Oui, tout à fait. Parfait. Je te propose de prendre place. Allez. C'est une très bonne chose qu'on puisse enchaîner cette vision théorique avec une vision opérationnelle. Alors moi, j'avais pas l'intention de baisser le niveau quand même, qu'on soit clair. Non. Ah, c'est mal formulé, effectivement, je m'en excuse. En tout cas, bravo pour cette keynote. J'ai écouté en coulisses, vraiment très très intéressant et qui fait effectivement écho à ce qu'on peut vivre au quotidien. Je pense que les présents et les présentes dans la salle. Eh bien justement, c'est exactement de ça dont on va parler, ce que vous pouvez vivre au quotidien. Donc, on est ensemble pour le prochain quart d'heure. On a un certain nombre de questions que l'on va dérouler pour que tu puisses nous livrer ton point de vue, ton retour d'expérience, ce que tu vis au quotidien, donc dans un groupe avec différentes activités. Ce que j'aimerais déjà, c'est qu'on essaye de prendre un petit peu de hauteur et que tu puisses nous dire, selon toi, quels ont été les grands bouleversements de ces 20 dernières années, 10 dernières années, 5 dernières années, donc sur ces 3 échelles de temps. Qu'est-ce que tu as pu constater de réellement, on va dire, disruptif? Ouais.
Alors, peut-être juste avant ça, je sors du script. Je voulais juste représenter le groupe Pierre et Vacances Center Parks, très rapidement. Donc, leader du tourisme européen de proximité, 4 marques, Center Parks, Pierre et Vacances, Adagio, Maeva, 8 millions de clients, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc une IT qui sert donc ces 4 marques et avec une dimension B2C qui est très forte. Et je vous en parle parce que forcément, ça sera aussi présent dans mon discours. Donc pour revenir à ta question, donc c'est, on a dit quoi, 20, 10, 5 bon, donc on ne peut pas répondre à cette question sans parler évidemment du cloud, mais tu l'as mentionné, du SaaS. Après, si on regarde les grandes évolutions, ou en tout cas ce à quoi on a dû faire face, ou les opportunités aussi qui sont arrivées ces dernières années, on va parler du mobile, donc tout ce qui est autour de l'Internet, donc e-commerce, mais aussi social commerce, et puis plus récemment, évidemment, l'IA générative, l'agentique commerce. Avant de se lancer dans des questions autour de la transformation agentique, on avait une conversation la semaine dernière autour justement de ce fameux commerce en ligne. Est-ce que tu peux révéler quelle est grosso modo la part du commerce en ligne sur le chiffre d'affaires total? Oui, alors, globalement, on fait 85% de nos ventes en ligne. Voilà, donc après, on a différents canaux de distribution. Donc, quand on parle de commerce en ligne, c'est tout autant notre site web que nos applications, que nos partenaires, donc les agences de voyage en ligne. Si on regarde pour la marque Center Parks, par exemple, la part du web direct, pour nous, c'est plus de 70%. Donc, en fait, on opère aussi un gros site e-commerce, finalement, puisque c'est plus d'1,2 milliard qui passe par nos sites web pour le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Il faut que je précise quelque chose que j'ai oublié dans mon entrain. Vous voyez derrière moi, vous avez un QR code. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez flasher ce QR code et poser vos questions à Audrey. Donc ça va arriver sur la petite tablette. Voilà, je sélectionnerai les questions les plus pertinentes pour qu'on ait, on va dire, un échange qui soit le plus enrichissant possible. Donc, effectivement, avec 85% de part du chiffre d'affaires qui est lié au commerce en ligne, j'imagine que la DSI a quand même une place prépondérante dans le comité de direction parce que c'est tout à fait critique. Peut-être que tu pourrais maintenant nous parler du rôle d'une DSI, notamment son évolution sur les 5 dernières années. Donc, en gros, qu'est-ce qui a changé dans le rôle et l'appréhension du comité de direction sur la direction des systèmes d'information? Ouais. Mais je pense qu'il y a 4 sujets que je vais développer par rapport à cette question. Je pense que le premier, c'est une DSI qui est beaucoup plus orientée vers le business et donc une DSI qui historiquement gère des infras et de l'ERP vers une DSI qui a un vrai impact de création de valeur business. Le deuxième point, c'est évidemment l'IA générative et comment est-ce que le DSI se positionne en architecte du discernement. Voilà. Troisième point, tu en as parlé aussi, c'est le sujet autour de la souveraineté. Et le quatrième, c'est autour de la maîtrise des coûts. Donc c'est le sujet dont on n'aime pas parler, mais qui est quand même une réalité dans nos métiers. Donc peut-être pour développer un peu sur ces 4 sujets, parce que je pense qu'on est quand même dans le cœur là, de la discussion et de ce qui nous préoccupe au quotidien. Ce qui nous est demandé, je pense, c'est de plus en plus de proximité par rapport au métier. C'est d'être vraiment dans une logique de création de valeur. Donc, pas juste d'avoir des applications et des infrastructures disponibles et qui tournent. Comme tu le disais, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est évidemment plus que ça. Donc, c'est la création de valeur, que ce soit pour permettre à l'ensemble des fonctions, des opérations, d'être beaucoup plus efficaces, par de l'automatisation, par une data qui va être utilisable, clean, structurée ou pas d'ailleurs, mais qui va permettre aux opérations de mieux travailler avec plus d'efficacité. Et puis c'est un impact top line,
qu'on nous demande de plus en plus. On parlait du e-commerce chez nous. On fait 30% de croissance de chiffre d'affaires sur nos sites web depuis 3 ans. C'est aussi l'impact sur le client, donc la relation client, la satisfaction client. Moi, dans mes indicateurs, j'ai aussi le NPS. Donc là, on fait plus 20 points sur nos différentes marques en 3 ans. C'est des indicateurs qui sont de plus en plus importants. Et quand on parle du rôle de la DSI et de la relation de la DSI au COMEX, il faut être capable d'avoir ces échanges et de parler ce langage finalement avec les autres membres du COMEX et d'être conscient aussi que ce qu'on fait au quotidien contribue à l'amélioration de ces indicateurs. Voilà. Effectivement, ça c'est ce dont on parlait aussi la semaine dernière, le fait que toute décision technique ou fonctionnelle sur la plateforme e-commerce élargie, ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires de cette année, puis sur celui des années suivantes. Oui. C'est un lien qui est direct. Oui, mais en fait pas que, parce que quand tu regardes, tu prends des plateformes achats par exemple, ta plateforme achat, elle va aussi te permettre de te connecter à un réseau de fournisseurs local. Nous, c'est important parce qu'on a des engagements RSE qui sont forts. Donc, sourcer localement, ça fait partie de nos engagements et de notre promesse client. Donc, derrière, en fait, tu as de la tech. Tu prends des sujets d'ERP. Derrière, tu vas avoir des problématiques. Tu vas être en capacité de proposer des moyens de paiement qui sont adaptés à ce qu'attendent les clients. Donc, en fait, sur toute la chaîne de ton SI, tu as un enjeu business et un enjeu de satisfaction client. Et c'est ça qui fait que nos métiers sont aussi passionnants. Je passe sur mon deuxième point, peut-être. J'en avais 4. On avait dit... faut que j'aille vite, faut que je me dépêche. Ok, non, mais juste sur l'agentique quand même, oui. Puisqu'on se dit c'est quoi les évolutions dans les 5 prochaines années. Voilà, on sait que la IA générative, c'est partout, tout le monde en parle, vous en parlez tous les jours, etc. Le commerce agentique, ça va être un vrai sujet pour nous, en particulier dans le B2C, mais je pense que ça va aussi arriver dans le B2B. Ça foisonne de partout. Je pense que le COMEX nous attend vraiment, et la direction générale nous attend vraiment sur cette capacité à rendre la complexité plus abordable, en tout cas plus compréhensible. Et je disais, il faut qu'on soit architecte du discernement. Je pense que c'est vraiment un point à garder en tête. Et du coup, ce n'est pas que technique, quoi. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est frustrant, c'est qu'on nous parle du commerce agentique, mais il n'existe pas en Europe, puisque les services ne sont pas là. Alors qu'aux États-Unis, on a déjà Gemini Shopping, je crois que c'est Bing ou Copilot Shopping. Donc chez eux, ça existe déjà, donc c'est une réalité, mais nous, on ne le voit pas malheureusement en Europe. Oui, après, il y a des boîtes françaises qui ont quand même un très beau rayonnement à l'international. Donc nous, on est très européens. Donc c'est vrai que moi, ce n'est pas encore complètement dans mon actualité, mais j'imagine qu'il y a des gens dans la salle pour qui c'est déjà, de par une présence internationale, pour qui c'est déjà le cas. Oui. Puisqu'on parle d'intelligence artificielle, ça serait intéressant que tu nous donnes ton retour d'expérience sur comment a été gérée la montée en puissance de l'IA en interne. Ouais. Est-ce qu'il y avait des utilisations historiques? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vers quoi vous vous dirigez ensuite? Ouais. Bon, dans le tourisme, l'IA, on va dire traditionnelle, elle était surtout concentrée sur les sujets autour du revenu management. Là, on est évidemment avec l'IA générative sur un déploiement qui est beaucoup plus massif. On sait que l'IA générative, c'est une révolution qui est d'abord populaire, qui est très accessible et qui finalement est rentrée dans nos entreprises par un usage grand public. Et ce qu'on observe chez nous, c'est que la révolution IA, en fait, c'est pas tellement un sujet, enfin, c'est pas que un sujet de techno. Pour nous, c'est vraiment un sujet qui est d'abord un sujet d'humain. On doit tous repenser la manière dont on travaille à l'heure de l'agentique. Ça questionne tous les operating models, tous les processus, toutes les équipes. Et donc, ça demande beaucoup de courage managérial et de lucidité aussi. C'est pour ça que chez nous, le COMEX est très, très impliqué et moteur dans les discussions autour de l'IA générative.
Il y a un vrai besoin de priorisation, tu le mentionnais, hein, et de recherche de ROI, parce que ça bouge tellement vite que voilà, tu peux pas, il y a un besoin de discernement et tu peux pas investir sur tout. Voilà, donc il faut être super focus sur des use cases à forte valeur ajoutée, mais tout en ayant cette humilité face à son organisation, à ses process, c'est pour se dire finalement la manière dont on bosse aujourd'hui, ça ne sera pas la même dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Quoi. Justement, à ce sujet, quelles sont les qualités nécessaires que toi tu peux percevoir? À quoi pourrait ressembler un bon utilisateur de l'intelligence artificielle et comment il ferait une utilisation intelligente des agents intelligents? Ouais. Alors, là, ta question, elle oriente un peu sur une utilisation individuelle de l'outil, hein, sachant qu'on peut aller évidemment beaucoup plus loin sur l'automatisation de processus, etc. Mais pour répondre à ta question, en fait, nous, pour accompagner la transformation IA, sur cet axe justement très people, on a lancé ce qu'on appelle des pionniers clubs. Donc, on a 35 pionniers clubs, on a à peu près 650 personnes qui sont dedans aujourd'hui, sur les 3000 personnes qui ont un ordinateur. Et en fait, on forme ces équipes, on leur donne accès à des outils en version professionnelle, et ensuite on les voit tous les 15 jours pour discuter de leurs usages dans un endroit dans un espace temps et lieu qui est propice à ces échanges. Et ce qu'on observe, c'est que les gens qui utilisent le plus ou qui ont le plus de productivité sont les gens qui ont finalement des qualités managériales assez fortes. Donc, ils sont plutôt des bons communicants et qui ont réussi à passer le pas pour se dire c'est pas juste un chatbot, mais en fait, c'est vraiment un collaborateur, un agent IA que je vais former et que je vais accompagner dans la réalisation de ces tâches. Et les gens, en fait, qui comprennent ça, ils arrivent à multiplier leur productivité par 2, par 3, parce que ce n'est pas un seul agent IA qui vont se créer, mais c'est 5, 10, et ils vont réussir à automatiser finalement un certain nombre de tâches ou à augmenter, on va dire, la taille de leur équipe en utilisant ces agents comme ils travaillent avec des collaborateurs et des collaboratrices. Avec des ressources synthétiques, c'est l'analogie que tu formulais, c'est imaginer que vous ayez autant de stagiaires que vous le souhaitez à disposition. Par contre, vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les appeler, vous ne pouvez que leur envoyer des instructions par email. Et après, ils travaillent pour vous 24 sur 24. Mais des stagiaires avec une capacité d'expertise très forte. Des très bons stagiaires qui ont besoin d'être coachés, mais des très bons stagiaires. Parlons maintenant, si tu le veux bien, de l'évolution des attentes, à la fois de la direction générale, mais également des salariés, mais également des clients finaux. Alors, côté direction générale, on en parlait un petit peu, mais ce que moi je vois, c'est une attente d'accélération forte sur la création de valeur. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est que en général, on nous demande que cette création de valeur, en fait, que cette accélération plutôt s'autofinance par la création de valeur. Donc, comprendre des projets à très fort ROI qui vont pouvoir financer les projets suivants. C'est très pratique. C'est plutôt, non mais cela dit, c'est plutôt sain d'un point de vue de gestion d'entreprise. Voilà, connaissant les challenges de ce type de projet, c'est évidemment pas évident à mettre en place, mais je pense que ça fait partie aussi de cette notion de discernement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dilapider les ressources de l'entreprise. Si je prends notre cas, mais c'est le cas dans l'industrie ou dans plein d'autres entreprises, nous, notre capacité d'investissement, elle sert pour les projets IT, certes, mais elle sert aussi à rénover nos parcs, avoir des produits finaux qui soient les plus attractifs possibles. Elle finance la montée en gamme. Donc on ne peut pas faire une croix sur l'investissement dans le produit pour mettre tout sur l'IA génératif. Ça ne fait pas de sens. Donc finalement, cette logique d'auto-financement, elle est plutôt logique. On a parlé des attentes de la direction générale. Concernant les salariés, qu'est-ce que tu as pu constater ? C'est un besoin vraiment d'accompagnement de proximité. Ça, c'est hyper clair. On a parlé des pionniers clubs, nous, c'est pour ça qu'on les a lancés.
on va se réengager. Là, c'est la 2e saison. Je pense qu'on va relancer une 3e saison et ça va continuer dans la durée. N'importe qui peut candidater pour rejoindre un Pioneer Club. C'est sur la base du volontariat? Ouais, alors, en fait, au début, c'était sur la base du volontariat. Ensuite, on l'a un petit peu structuré. C'est plutôt sur la base de la motivation du manager. Pourquoi? Parce que dans cette logique de ROI, on veut pouvoir capturer des gains de productivité. Et il n'y a que le manager qui peut, en fait, finalement, prendre en charge et prendre cette responsabilité de capturer les gains de productivité. Comment? En fixant des objectifs plus hauts, en fixant des objectifs différents. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est plutôt sur la base des équipes. Et concernant les clients finaux? Alors, c'est un point vraiment très important pour nous. On suit de près l'évolution de la demande client. Ce qu'on observe, c'est demande de plus d'instantanéité dans notre capacité à répondre, à interagir avec les clients. Besoin de mettre en place des nouveaux canaux d'interaction, de distribution, d'accompagnement des clients, mais aussi de sécuriser la relation humaine. Voilà, nos clients, ils veulent pouvoir continuer à parler à des gens, quoi. Voilà, c'est hyper important, c'est les vacances, on promet aussi des vacances où on promet de la reconnexion en famille, entre amis, et donc l'IA pour nous, elle doit s'effacer au profit de l'humain, en fait. Ok. J'ai une dernière question, mais j'aurais besoin d'une réponse courte, malheureusement. Sur, selon toi, quels sont les enjeux des années à venir? À quoi est-ce que vous vous préparez? À quoi est-ce que tu te prépares? Je pense qu'on va continuer à travailler fortement sur l'IA générative et sur l'évolution des operating models, l'évolution de la relation client, de la distribution. C'est très compliqué de prévoir l'évolution de ces technos. Ce que j'envisage, c'est que le quantique sera probablement le prochain saut technologique auquel il va falloir qu'on se prépare. Mais sincèrement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre et quel sera l'impact sur nos métiers, donc je ne vais pas m'étendre, ce qui fera donc une réponse courte. C'est une thématique encore plus complexe que l'IA, cette histoire de quantique. Il nous reste 1 minute, donc de quoi traiter une question parmi toutes celles qui ont été posées. Donc, déjà, il y en a un certain nombre qui concernent les cyberattaques qui ont eu lieu le mois dernier, donc sur les différents groupes de touristiques. Ce n'est pas l'endroit pour y répondre, donc je vous inciterai à poser la question directement à Audrey. Bon, tu vas rester un petit peu avec nous là pour la prochaine heure. Oui, après je peux en dire un mot. Ce qu'il faut retenir, donc en fait, la presse a beaucoup communiqué, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la presse communique beaucoup. Voilà. Nous, en fait, on a eu un sujet sur une de nos filiales, donc en l'occurrence, c'est Maeva, donc ça ne touchait pas Pierre et Vacances ni Center Parcs, contrairement à ce qui a été dit dans la presse. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours par la fenêtre ou par la porte de derrière, et donc il faut absolument penser que les hackers arrivent. Donc il faut vraiment être extrêmement vigilant à tous les accès partenaires. En fait, tout ce que vous ne maîtrisez pas dans vos SI, voilà, ce sur quoi vous n'avez pas forcément la main, en fait, c'est là-dessus qu'il faut être extrêmement vigilant. Voilà, si je peux... et déployer du MFA. Voilà. Ok, très bien. Une dernière question très rapide, et après, de toute façon, on a quasiment dépassé le temps. Concernant les sous-traitants, donc quelle est la part des sous-traitants dans les équipes, et est-ce que tout ceci va évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Ouais. Donc, on a un modèle opérationnel qui est à peu près 50% d'internes, 20 à 30% d'externes plutôt en régie, et ensuite on a des partenaires qui sont voilà, avec lesquels on a des offres de services en fait. Dans une optique de productivité, je ne sais pas ce que sera notre sourcing modèle de demain, pour être très clair. Ok. Voilà. Merci pour ta franchise. Effectivement, ça illustre bien peut-être la période, cette fameuse année 2026 où tout converge, avec cette grande incertitude autour de voilà, où est-ce que l'on va. Ceci étant dit, vous êtes là pendant 2 ou 3 jours pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Le mot de la fin? Mais peut-être juste sur cette question, je pense qu'on revient sur le point du début qui est comment est-ce qu'on échange avec les COMEX et comment est-ce qu'on se positionne sur de la création de valeur.
La productivité, on a deux manières de la capturer. Soit on va opérer avec moins de personnes, soit on va faire plus de choses. Voilà. Et donc c'est là où la discussion avec le COMEX, elle est extrêmement importante pour que on décide ensemble qu'est-ce qui est le mieux finalement pour l'entreprise. Moi j'ai plutôt mon avis sur le sujet, mais... Eh bien, merci pour ton honnêteté et ta franchise. Donc, de toute façon, tu restes encore avec nous 1 heure ou 2. Donc, si vous avez l'occasion de la croiser, elle sera ravie de répondre à vos questions. Je crois que nous en avons terminé. Nous allons accueillir à nouveau Maria. Merci beaucoup. Merci. Mais Merci. surtout, Merci Frédéric. on veut vous remercier surtout. Prise de hauteur, échange très concret, très humain, à toute bienveillance, avec les tripes et vraiment avec transparence surtout. On les remercie vraiment.